Bonjour Pierre de Jong, Bonjour. Vous êtes ancien colonel, ancien aide de camp des présidents Mitterrand et Chirac, spécialiste de géopolitique. Je le disais dans le sommaire, demain, les dirigeants européens sont réunis pour un sommet spécial. Les sujets sur la table qui vont être discutés, c'est la poursuite du soutien à l'Ukraine et la défense européenne. Un plan d'aide a été dévoilé hier d'ailleurs, un plan d'un montant de 800 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? Ça peut vraiment faire la différence d'après vous? Alors 800 milliards, d'abord, c'est pourquoi ce chiffre, ça sort d'où? Moi, je pense qu'en fait, Madame von der Leyen, dans l'urgence, puisqu'en fait, elle a quasiment annoncé ça dimanche, à l'occasion de la réunion des Européens, Turcs, Canadiens à Londres, et je pense que 800 milliards, ça correspond au budget de la défense américain. Donc, en fait, elle essaye de mettre l'Europe sur une espèce de montrer les muscles, quelque part, parité avec les États-Unis. Ouais. Genre, on est capable de le faire. Le deuxième point, c'est cet argent, c'est pas de l'argent, en fait. C'est quoi? Et oui, parce qu'il y a deux sujets. Ouais. Une grosse partie, on va dire les 2/3 de ces 800 milliards, ça correspond simplement à une autorisation de dépassement des normes européennes. C'est pas du tout de l'argent, c'est pas du tout un prêt ou de l'argent liquide ou un compte en banque. Comme là, c'est une autorisation de dépasser une certaine somme. Et le reliquat, le tiers qui reste, en fait, c'est des reliquats qui datent de la période Covid, et c'était des fonds qui étaient destinés en fait à aider les États en fait à retrouver un mode de fonctionnement économique normal. Donc c'est ça le sujet. Donc encore une fois, c'est plus une annonce politique de montrer les muscles. Exactement. C'est ça? C'est exactement ça. Qu'une réalité, en fait. Bien sûr, d'autant que cette réalité, quand elle se mettra en route, cette réalité potentielle, elle est évaluée à plusieurs années. Je veux dire que ça se met pas comme ça en quelques temps. Donc de toute façon, aujourd'hui, les Ukrainiens ont besoin d'actions d'urgence et pas d'une action de moyen terme. Donc nous, on s'inscrit aujourd'hui, les Européens, dans une action de moyen terme. Et il n'y a pas d'autre solution. Ce qu'elle a dit, en fait, il y a hier et avant-hier sur ce 800 milliards, il fallait le dire en 2022. Là, c'était possible, mais aujourd'hui, ça sert pas à grand-chose. Enfin, ça sert, mais ça servira dans le moyen terme. C'est les tergiversations des Européens depuis 3 ans. Est-ce que l'Europe, elle est capable de remplacer militairement les États-Unis ou le game est over? C'est toujours la même chose. Le problème, bien sûr qu'elle est capable, parce qu'en fait, ses effectifs, sa richesse, le nombre de pays, bien évidemment, sur le papier, on peut imaginer une espèce une armée européenne, mais une armée, c'est pas la juxtaposition ou l'addition de toutes ces armées qui sont fondamentalement différentes. Donc, bien évidemment, dans 10 ou 15 ans, oui, on pourrait avoir un pilier européen. À court terme, c'est impensable. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on est sur un modèle parfaitement régalien, un modèle parfaitement national, dans lequel chaque armée résonne en fonction de ses possibilités, de ce qu'elle peut faire. Maintenant, il est vrai que, un exemple, la France est revenue dans l'OTAN, dans le système intégré à l'époque du président Sarkozy. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec des Anglais, de travailler avec des Allemands, des Polonais, que sais-je, etc. Mais encore une fois, ça ne fait pas une armée européenne. Une armée européenne, c'est 10 ou 15 ans. Et il faut mettre beaucoup d'argent, il faut se coordonner, ça se prépare. C'est pas comme ça. Vous vous rendez compte, là, l'affaire Trump, elle date de vendredi, on est aujourd'hui mercredi. Donc c'est pas en 5 jours qu'on fait un modèle. Par contre, on sent une ambition, on sent une pression, et j'imagine que dans le discours de ce soir du président, ça va être comment dire, une idée qui va être avancée, disant voilà, on va vers quelque chose qui est peut-être un pilier européen dans l'OTAN ou pas, j'en sais rien, parce que c'est Trump qui va le décider. C'est Trump qui va le décider. Justement, vous attendez, le président va effectivement annoncer ce matin qu'il allait faire une allocution aux Français à 20h. Vous attendez des annonces spécifiques, vous, du président de la République? C'est quoi? C'est l'idée de préparer l'opinion publique à une économie de guerre, peut-être? Alors, j'imagine, d'abord, je pense qu'il a perçu, ou ses communicants lui a dit qu'il y avait une inquiétude, je dirais, mondiale, régionale, internationale, et bien évidemment française. Donc, évidemment, il faut qu'il réponde à cette inquiétude. La deuxième chose, c'est, il va parler de projets, tel qu'il le fait depuis pas mal d'années, une espèce de pilier européen. Pourquoi il va en parler? Parce qu'on a le lead dans le domaine de la défense. Pourquoi? Parce qu'on a l'armement nucléaire. Et grâce à ça, on est quasiment les seuls. Les Anglais ont un armement nucléaire, mais qui est très particulier, qui leur appartient pas directement, les sous-marins leur appartiennent pas. J'en ai prendre demain. Nous, on est une indépendance nucléaire. Oui, voilà. Et ça, c'est vraiment le général de Gaulle c'est un cadeau qu'il nous a laissé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce cadeau n'a pas été galvaudé. Donc ça fonctionne très bien. On a investi depuis des années. Donc c'est un système qui permet au président français de dire je peux être le leader d'un futur pilier européen. Ça, je pense que le président Macron va pas rater l'occasion de le dire. Le troisième point, c'est qu'il faut le financer tout ça. Alors je parle pas de la défense française, mais on voit bien qu'on va vers un budget de la défense qui pourrait monter à 3
ou 4%, sachant que le président Trump a dit très clairement qu'il voulait 5% du PIB, ce qui veut dire qu'aujourd'hui le budget de la défense annuellement, je la fais courte, en gros 50 milliards par an. Si vous mettez 1%, ça veut dire 25 milliards par an en plus. Il va falloir les trouver. Et donc, dans un pays. C'est peut-être ça l'annonce de ce soir, où il va annoncer ce qu'il va faire, en fait, une espèce de répartition budgétaire, en tout cas de réflexion autour du budget, autour de la défense, de faire des choix stratégiques. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut mettre 25 ou 30 milliards en plus sur la défense, parce que si on dit 3,5%, c'est le chiffre qui a été avancé, il faudrait à peu près 30 ou 40 milliards en plus, bien les prendre quelque part. Donc on va les prendre sur le social, on va les prendre sur l'éducation, on va les prendre sur la santé, on va les prendre où? Et ça, c'est son choix stratégique. Si on fait le bilan de l'aide des Européens aux Ukrainiens après 3 ans de guerre, quel est-il ce bilan de l'aide des Européens? Alors il est assez conséquent, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il est assez dispersé mais assez conséquent. Oui. Quand on fait le total de tout ça, on va dire un chiffre entre 100 et 120 milliards d'euros par an. Voilà, c'est tout simple. Donc c'est vrai que c'est assez important. On peut le comparer à ce qu'ont donné les Américains. C'est vrai que les Américains font des annonces très fortes, genre 61 milliards, c'était le grand chiffre de l'année dernière, 61 milliards, pourquoi pas. Mais on voit bien qu'au milieu de tout ça, on peut se comparer aux Américains sans aucun problème. Le problème, c'est qu'on est dispersé, on a attendu et on communique assez peu sur ce qu'on fait. Chaque État joue sa carte. Parce qu'on passe par un outil qui s'appelle la Facilité européenne de paix, qui est à Bruxelles, et qui est l'outil de régulation, en fait, des remboursements des États, parce qu'on est remboursé par tout ça. Donc il y a tout un système qui est en route. Donc en fait, on communique relativement mal, sachant qu'il y a le bilatéral direct et le fait de passer par l'Union européenne. Donc tout ça, ça fait entre 100 et 120 milliards, mais sachant quand même qu'on a acheté entre 2022 et maintenant, on a globalement acheté pour 130 ou 140 milliards de gaz et de pétrole à la Russie quand même. Donc on a quand même financé une partie de la guerre russe. La réalité de la guerre aujourd'hui, quelle est-elle? On est le 5 mars, ça continue de se battre sur le front. Hein. Et à mon avis, ça va se battre de plus en plus pour une raison très simple. Laquelle? Parce qu'en fait, on va aller progressivement vers une négociation. Les Russes ont compris, les Ukrainiens ont compris. On sait que par Trump, on sait depuis hier que Zelensky accepterait les conditions, donc il irait à Washington le faire. Ceci étant dit, ces deux États ont intérêt aujourd'hui à prendre des parts du terrain le plus loin possible. Concrètement, les Russes vont accélérer, le fait de dégager les Ukrainiens qui sont installés dans la région de Koursk, et puis les Ukrainiens vont essayer de résister à cette pression générale dans le Donbass. Pourquoi? Parce qu'on va assister probablement dans les semaines qui arrivent à une espèce de fossilisation du front, une espèce de cristallisation des deux lignes combattantes. Et à partir de là, on va dire, c'est à partir de cette ligne-là qu'on va négocier. Ça va être la photo le finish, en fait. Donc les deux États ont intérêt à accélérer. Donc on va avoir malheureusement une accélération de la mécanique guerrière sur l'ensemble du front. Et là, sur le terrain, c'est les Russes, les Ukrainiens c'est plus les Russes qui ont la supériorité? Alors oui, parce que indéniablement aujourd'hui, je pense que les Ukrainiens sont en grande difficulté, je dirais humaine. Ils ont des problèmes d'effectifs, ils commencent à avoir des problèmes d'argent, puisque les Américains ont commencé à réduire les flots, donc là ils ont une vraie difficulté. Ceci étant dit, les Ukrainiens ont une motivation qu'ont peut-être pas les... Depuis le début, d'ailleurs, ce qui a surpris les Russes, cette motivation à se défendre. Encore une fois, une armée, c'est les armes, mais aussi les cœurs. Et on sait que les Ukrainiens se sont battus magnifiquement depuis 2022, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup appris, ils ont imposé, aux Russes, une forme de tempo, mais aujourd'hui vous avez une armée russe en face de vous. L'armée russe, c'est 140 millions d'habitants, aujourd'hui l'Ukraine, c'est 43 millions d'habitants, donc le mort ukrainien n'a pas la même valeur que le mort russe par la force des choses. Donc c'est un peu monstrueux ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les Russes avancent progressivement. Ceci étant dit, c'est pas très glorieux. Je veux dire que le front est quasiment... Du côté russe, c'est ça? Parce que globalement ils avancent pas beaucoup dans le Donbass, quelques centaines de mètres par semaine, etc. C'est vraiment pas très glorieux. La seule partie où il y a un effort manifeste qui est fait par les Russes, c'est dans la région de Koursk, où là clairement les Russes veulent éjecter les Ukrainiens des prises de position qu'ils ont de la région de Soudja, qui est vraiment la ville qui est vraiment au sud de Koursk. Et donc s'ils arrivent à faire ça, honnêtement, les Russes seront en situation, je dirais, favorable pour négocier la prise du Donbass et de la Crimée. Alors, les États-Unis ont décidé en début de semaine de suspendre leur aide à l'Ukraine. Hier, Donald Trump s'exprimait devant le Congrès. Il a abordé la question de l'Ukraine en toute fin. Après un discours d'1h40, c'est sans doute... Un signe aussi de l'importance qu'il accorde à cette situation. Je vous propose de l'écouter et puis on y revient ensuite après. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence.
regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? Alors, quel serait désormais le scénario du côté de Washington? Donc, Trump dit que Zelensky est prêt à revenir autour de la table après l'épisode désastreux de vendredi dernier. Le Kremlin a très vite réagi ce matin en disant qu'il voit de façon positive les possibilités de négocier avec Kiev. Alors, on part sur quoi? Une reprise de l'aide américaine ou non? On arrête la fourniture d'armes, on se met autour de la table, on signe le fameux contrat sur les minerais et les terres rares, c'est ça? Moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, les Ukrainiens ont perçu l'impossibilité qu'ils ont de continuer la guerre sans l'aide américaine. Ça, c'est clair. Donc, en fait, si les Américains arrêtent de les aider, dans le domaine de l'armement, dans le domaine du renseignement, dans le domaine des ISR, dans le domaine, même dans la possibilité qu'auraient les Américains d'interdire aux Européens de donner du matériel américain, comme les F-16, éventuellement aux Ukrainiens. C'est une norme, ça s'appelle une norme ITAR, donc c'est pas impensable. Ça, message reçu 5 sur 5 à Kiev, et donc, probablement qu'il a raison, probablement qu'il y a eu un coup de téléphone et que l'environnement de Zelensky ou Zelensky lui-même a téléphoné à Trump en disant qu'il était prêt à signer le papier. Parce qu'il est acculé finalement, quoi, à Zelensky, c'est ça? Aujourd'hui, le papier était là, donc je suis pas sûr qu'il aille autour de la table. Je pense simplement qu'il va aller signer un papier acceptant les conditions proposées par les Américains. Et là, ce qui est très embêtant pour nous Européens, c'est qu'on revient vers le modèle initial. En fait, vous avez une relation bilatérale qui est établie entre les Américains et les Russes, et clairement, ils parlent pas d'Européens et ils parlent pas des Ukrainiens. Ils parlent au-dessus de nos têtes, en fait. C'est ça, on n'existe pas. On n'existe pas. Donc on verra. C'est le scénario cauchemar, quelque part, pour nous, Européens. Parce que c'est une discussion, tout simplement, entre les États-Unis et la Russie. Deux grandes puissances qui retrouvent des mécanismes de grande puissance. C'est qu'en fait, les Européens ne sont pas considérés comme une puissance. Et comme le disait d'ailleurs Kissinger, l'Europe, l'Union Européenne, c'est quel numéro de téléphone, quoi. Se passer des Européens, ça peut... quel risque ça peut avoir, quand même, pour les États-Unis? Ça peut en avoir ou... Les risques sont extrêmement importants. D'abord, pour nous, c'est un risque énorme, dans le sens où on est totalement marginalisé. Ça voudrait dire quelque part qu'on appartient à la zone d'influence des Russes, parce que c'est ça l'idée. Si les Américains sont sur leur modèle, je dirais, très américain, ils viennent du Canada, ils parlent de la Colombie, ils parlent du Panama, du Groenland, c'est sa zone d'intérêt. Et après, le reste, ça ne le concerne pas trop, donc il va régler la guerre. Ça veut dire qu'inconsciemment, Trump dit clairement au monde que l'Europe appartient, est dans la zone d'intérêt ou dans la zone de responsabilité des Russes. Alors ça, c'est pas le choix qu'on a fait ni à Paris ni à Bruxelles, quelque part. Donc là, on a un vrai problème de légitimité de notre positionnement. Et on voit bien que la réunion de ce soir de l'Union Européenne, ou c'est ce soir, je crois bien, et donc c'est le vrai débat, de dire, voilà, quelles que soient nos différences, parce qu'il y a des grandes différences entre les Hongrois, les Tchèques, etc., mais quelles que soient ces différences, trouvons une solution pour affirmer vis-à-vis du monde, aussi bien des Américains que des Russes, qu'on a un modèle européen qui est notre modèle à nous, et voilà, on va le défendre jusqu'au bout, et on va le défendre d'abord prioritairement avec une force armée. Donc on va le développer, on va dire voilà, qu'on va investir beaucoup d'argent, d'où les 800 milliards de Madame von der Leyen, encore une fois, qui ne sont pas de l'argent, mais qui sont une annonce relativement importante. En Europe, on est 27 en Union européenne. L'Europe de la défense, ça peut marcher à 27 ou il faudrait un format plus court, parce que plus dynamique peut-être aussi pour mettre en œuvre, décider, organiser les choses. Alors c'est sûr que, encore une fois, c'est une question piège, parce qu'on voit bien que 27, c'est... Je ne veux pas vous piéger. Non, mais bien sûr, je veux dire que c'est une question fondamentale. Mais... Pourquoi ? Parce que vous savez que en France, on est régi par un système de majorité, en tout cas de droit de veto. Donc si les États n'ont pas envie de le faire, ils ne le feront pas. C'est un premier point. Le deuxième point, donc ce qu'il faut faire, il faut faire le bilan des Européens qui veulent suivre, qui veulent nous suivre dans ce domaine-là. Alors qui ? C'est les grands pays. On peut imaginer évidemment la France et la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne est intégrée évidemment à cette réflexion européenne, bien évidemment, parce que sans eux on peut pas faire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nucléaires. Donc ça c'est puis ils ont une armée qui. Ça c'est une bonne nouvelle, le retour entre guillemets du Royaume-Uni. Ah oui, bien sûr. Mais ne rêvons pas sur. Alors j'entends des choses. Oui, ils vont venir. Mais ça c'est un fantasme français, franco-bruxellois. C'est pas ça l'idée. Par contre l'idée c'est de raccrocher le wagon, anglais à notre système, sachant qu'il
y a eu plein d'accords signés bilatéraux entre la France. Je me rappelle très bien de l'époque du Mitterrand, il y avait le sommet de Chartres, il y a eu le traité de en Bretagne, bref. Donc il y a toute une série de traités qui ont été faits qui fait qu'aujourd'hui il y a des relations bilatérales entre les Anglais et nous. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Il faut prendre les grandes armées. On va prendre les armées microscopiques, c'est pas les pays. Qui a des grandes armées? Les grandes armées, c'est globalement l'Allemagne. Nous les Anglais, l'Allemagne, la Pologne. Après, évidemment, il y a l'Italie, évidemment, probablement l'Espagne, donc toute une série de pays. Et à partir de ces pays, de créer un noyau auquel pourraient adhérer les autres pays européens. Oui, ce soir, Emmanuel Macron, après son allocution, reçoit le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Il fait partie des pays qui ne sont pas tout à fait favorables à une défense européenne. Il est plutôt plus pro-russe, Orban. Hein, il défend plutôt cette ligne-là. Hein. Alors, il est réfractaire, mais il n'est pas il est réfractaire au modèle européen. Pour il considère qu'il faut rester neutre, parce qu'il quel est le litige, il a un problème avec les questions d'immigration, les normes d'immigration que veut imposer Bruxelles, et là il est contre. Donc ça, il va pas changer d'avis. Par contre, sur un modèle d'armée européenne, c'est pas impensable qu'il veuille y être. Pourquoi il voudrait y être? Parce que imaginons une demi-seconde que l'Union européenne, autant que les Européens, parce qu'il y a les Anglais, que les Européens mettent en place une forme d'interposition dans le cadre d'une stabilisation de l'Ukraine, ce qui est pas impensable. C'est un peu ça le sujet qui va arriver. Donc est-ce que les Hongrois voudront être en dehors? Je crois qu'ils voudront être à l'intérieur, simplement pour temporiser éventuellement, pour mettre en place une relation plus fraternelle avec les Russes. Donc on voit bien qu'il va y avoir un système assez mou dans lequel, évidemment, je pense qu'Orban et les Hongrois ont toute leur place. Merci Pierre de Jong d'avoir été avec nous. Et puis, je rappelle le titre de votre dernier livre, Poutine, Lord of War. C'est aux éditions Mareil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un nouveau avec monde, Magali Berthès, visiblement que le président du Kremlin entend construire avec son ami Donald Trump sans les Ukrainiens. On l'a bien compris. On voit bien à quel point les objectifs en fait de guerre de Vladimir Poutine n'ont pas changé et que là, évidemment, la fin du renseignement américain, la fin des livraisons d'armes à l'Ukraine, tout ça ouvre un boulevard à Vladimir Poutine. Le problème maintenant que va avoir Trump, c'est comment l'arrêter et le faire revenir à la table des négociations, parce que avec ces facilités qu'il a vues, la défection américaine, pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait maintenant? Ça va être ça le vrai enjeu maintenant. Vous êtes inquiet, on va voir avec Laura qui nous a rejoint, de la situation sur le terrain, sur les deux fronts. Hein. On a Koursk bien évidemment, mais l'Est aussi où ça va mal dans le pays, et on en parle peu. Michel, vous êtes inquiet de ce, non pas rapprochement, mais de cette alliance, comme une union entre Washington et Moscou. Et puis on pourrait même revoir ces images. On a un Poutine de plus en plus décontracté dans le ton, dans le verbe, et même dans l'attitude physique. Je crois que si on reprend les termes du président russe, pour la construction d'un nouveau monde qui leur conviendrait en termes de paix et de sécurité, et qu'aujourd'hui ce nouveau monde, il compte le construire ou le co-construire avec la nouvelle administration américaine conduite par Donald Trump, je développerai plus tard, mais je crois qu'aujourd'hui c'est simple, cette réunion à Riyad, c'est la mise à mort de la démocratie libérale. Ah, vous le pensez ? Tout simplement. Alors on reviendra peut-être sur ces indiscrétions du côté de Washington. Vous essaierez de nous éclairer, mes amis en plateau, sur ces deux conseillers qui auraient dit, je dis bien qui auraient dit, que l'Ukraine allait devoir cette semaine faire de nouvelles concessions, non pas aux Américains, vous avez raison Michel, mais à Moscou. Laura, on va parler terrain, c'est important. Vendredi dernier, on était ensemble, vous nous parliez des avancées considérables des Russes dans la région de Koursk, cette petite entité russe, et que Zelensky devait précieusement garder en vue de négociations. Visiblement, ce week-end, Poutine a donné des ordres et ses troupes sont passées une fois encore à l'offensive en gagnant du terrain. Regardez cette image, le drapeau russe hissé sur un village de la région de Koursk, Malaya Loknia. J'ai choisi celle-ci, mais il y en avait d'autres, sur d'autres villages, le même drapeau, les mêmes ruines autour. 42 jours, les Russes ont revendiqué la prise d'au moins 7 localités dans cette poche de Koursk que vous voyez ici marquée sur ma carte. C'est beaucoup quand on sait que ce front-là n'évoluait pas très rapidement jusqu'à la fin de la semaine dernière. Résultat, rien qu'entre vendredi et ce lundi, la poche a visiblement diminué, comme vous le voyez, en comparant ces deux couleurs. Le bleu plus foncé pour vendredi, le bleu plus clair pour aujourd'hui. Les forces russes ont aussi avancé à Soudja, la plus grande prise des Ukrainiens dans la zone, 6 000 habitants avant l'offensive. Ils seraient présents dans la zone industrielle
au nord-est de la ville et même dans la ville, le long de la rivière que vous voyez ici. Selon l'ISW, les forces russes ont avancé à Soudja avec le soutien des forces nord-coréennes, dont on sait qu'elles combattent dans la région. Selon des sources ukrainiennes, ces forces nord-coréennes seraient désormais mieux entraînées et agiraient de manière plus cohérente qu'auparavant. Une carte de plus en faveur des Russes. Rappelons que l'intensification de leurs efforts pour reprendre Koursk a débuté au moment même où l'aide militaire américaine s'est arrêtée pour les Ukrainiens. Merci Laura. Tout à l'heure, on fera un autre point avec vous et on parlera de cet autre front, le front Est, là aussi où les Ukrainiens sont en difficulté. Dans quelques instants, on partira en Ukraine retrouver Charlie Nurel et Camille Souhaut. Mais vous allez voir que du côté de Moscou, du côté du Kremlin, on suit avec attention ce qui se passe à Koursk. Des ordres ont été donnés. Écoutons le porte-parole du Kremlin, c'était il y a quelques instants seulement. Il n'y a pas de délai. Bien entendu, nos militaires font tout leur possible pour débarrasser Koursk des militants le plus rapidement possible. Nous ne doutons pas que cela sera fait. Nous souhaitons beaucoup de succès à nos combattants et à nos héros. Tatiana, on voit que les Russes ont décidé de mettre le paquet, notamment à Koursk. C'était la verrue sur le nez de Vladimir Poutine. Il veut aujourd'hui l'enlever. Il est en passe de réussir. Avec en plus un risque, et on verra une séquence absolument incroyable tout à l'heure, des soldats ukrainiens contraints et forcés de devoir se rendre aux troupes russes, parce que si on re-regarde cette carte, il risque, et ça sera peut-être terrible en cas de négociation, y avoir énormément, peut-être des centaines, voire des milliers de prisonniers ukrainiens. C'est la dernière carte qui est restée quelque part dans la manche de Zelensky, de dire oui, la Russie a aujourd'hui conquis des territoires, elle n'a conquis aucun des oblasts qu'elle revendique en intégralité, il faut quand même le voir. Et à la table des négociations, Poutine avance avec l'aval de Washington pour dire je veux récupérer l'intégralité de ces 4 oblasts, alors que si on s'en tient vraiment au terrain, il ne les a pas. Mais ça, c'était la dernière carte de Volodymyr Zelensky, de dire très bien, vous voulez négocier territoire contre territoire, je vous rends les terrains conquis à Koursk et en contrepartie, vous me rendez une partie des terrains que vous avez conquis à l'Est. Et c'est effectivement terrible, parce qu'on sait très bien qu'il va aussi y avoir des échanges de prisonniers, il y en a eu tout au long de la guerre, et on sait très bien que contrairement à Donald Trump qui est imprévisible, Volodymyr Zelensky est prévisible parce qu'il est rationnel et il tient à son peuple. Et il a toujours fait grand cas des prisonniers, il s'est toujours attaché à récupérer ses prisonniers. Donc on sait bien qu'il sera prêt à des concessions pour pouvoir faire revenir chez lui ceux qui se sont courageusement battus pour la nation. Et je vous parlais de ces images. Alors, autant vous préciser, elles sont fournies bien évidemment par les militaires russes. Il s'agit de ces Ukrainiens qui, faute de moyens, peut-être même d'envie, ont décidé de se rendre contraints également et forcés dans cette poche aujourd'hui, où une partie de l'armée ukrainienne est totalement isolée. Nul doute, et on en parlera bien évidemment, que ces images vont choquer et faire grand bruit en Ukraine. Regardez d'abord. Comment tu t'es retrouvé ici, en Russie? Donne-moi ton nom de famille, ton prénom et ton année de naissance. Je suis né en 1986, dans la région de Soumy. T'as été envoyé en Russie, c'est ça? Oui, j'ai été envoyé ici pour combattre. Est-ce que tout le monde est prêt à abandonner? Oui, nous sommes prêts. J'ai abandonné parce que je ne voulais tirer sur personne. Je pense que nous sommes environ 3000 soldats ici. Magali, on le disait, ces images bien évidemment dégradantes, fournies par les Russes, à l'envi bien évidemment, avec ce soldat aussi qui dit que il voulait pas venir là, il n'avait pas envie de se battre. Alors il y a d'autres bien évidemment de ses camarades qui se battent chaque jour, mais ça peut faire mal, notamment pour Volodymyr Zelensky, parce que c'était, et souvent c'est le général Chovancy qui nous en parle, c'était un désir, c'était une volonté politique d'envahir Koursk et pas une volonté militaire, on s'en souvient. Même les Américains, d'ailleurs, à l'époque, n'étaient pas au courant. Mais c'est le scénario du pire pour Zelensky. Réellement, si cette poche de Soudja tombe, et on voit bien l'effort que sont en train de faire les Russes, justement,
pour piéger à l'intérieur de cette poche des soldats ukrainiens. Imaginez s'il y a des dizaines, voire davantage de centaines de prisonniers ukrainiens, comme on les voit là sur ces images, dans cette poche de Soudja. Vous voyez bien sur la carte à quel point... Alors c'est quelques kilomètres, hein. Voilà, ça paraît grand là sur cette carte, mais ils sont en train d'essayer de refermer la pince, et on a eu des informations de blogueurs militaires russes qui expliquaient notamment que les militaires russes avaient utilisé un gazoduc désaffecté pour essayer justement de prendre à revers les troupes ukrainiennes qui sont dans cette poche de Soudja. Les Ukrainiens, en plus, à cet endroit, ont un problème majeur. C'est la fin du renseignement américain qui leur permettait, en frappant, en ciblant dans la profondeur du territoire russe, quand même de desserrer un petit peu l'étau. Et là, on voit bien cette concomitance entre la poussée russe qui essaye de reprendre la poche et la suspension du renseignement américain. Ça leur donnera un avantage significatif si cette suspension du renseignement se poursuit. C'est ce que disent à l'instant les Ukrainiens en parlant de la Russie. C'est dire s'il y a une inquiétude qui est majeure sur cette poche de Soudja. Et évidemment, comme vous le disiez, c'est une carte l'une des rares cartes qu'avait encore en main Zelensky qu'il pourrait perdre, en plus avec le risque d'avoir de très nombreux prisonniers ukrainiens aux mains des Russes, ce qui est vraiment le scénario cauchemardesque pour l'Ukraine alors que ces négociations s'engagent. Alors vous verrez, vous entendrez tout à l'heure l'un des bourreaux de l'Ukraine en ce moment même. D'ailleurs, il était dans son avion hier, je parle du président américain, qui attend les discussions et négociations de demain pour savoir s'il va appuyer de nouveau sur le bouton pour fournir quelques armes et surtout du renseignement aux Ukrainiens. On va retrouver dans un instant Charline Hurel et Camille Souhaut. Merci beaucoup à toutes les deux. On va prendre la température. Michel, je voulais vous entendre sur ce qui se passe à Koursk, ce pari peut-être perdu des Ukrainiens. Il y aurait une défaite, elle serait cinglante pour Zelensky. Et si en plus il y a des centaines ou des milliers de prisonniers, ce serait terrible. S'il y a des centaines et des milliers de prisonniers, ce sera terrible humainement parlant pour ces prisonniers, parce qu'on connaît malheureusement les conditions dans lesquelles ces prisonniers sont traités aujourd'hui en Russie, vu les témoignages qui reviennent au fil de l'eau et qui relèvent plus du crime de l'humanité que de la conservation d'ennemis dans des cellules. Maintenant, être inquiet, je dirais qu'il faut voir le côté positif des choses. Je pense qu'à force de pousser au bout du bout Zelensky, ce qui peut arriver à la fois aux Russes et aux Américains, c'est que Zelensky dise « Eh ben, je suis une verrue pour vous, ben, je vais continuer à l'être et on va continuer le combat. » Peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, avec l'aide qui viendra au fil de l'eau des Européens, de nos alliés potentiels. Parce que c'est la seule solution qu'il a aujourd'hui, c'est de créer une impossibilité de la réalisation du désir à la fois du président américain et du président russe, Vladimir Poutine. Parce que ce qu'on nous montre là, c'est un aveuglement en termes de renseignement, c'est un abaissement de sa possibilité d'attaquer en profondeur, et la seule chose qu'il leur reste, c'est leur velléité à tenir debout. Et je crois qu'il faut se rappeler juste notre histoire. Le 18 juin 1940, lorsque le général de Gaulle appelle à la résistance, personne n'aurait parié, si vous me permettez, un kopek de la réussite de cette aventure. 5 ans plus tard, c'était la victoire. Le pays a tenu 4 ans, plus de 4 ans. Pas certain que les Ukrainiens, après 3 ans de guerre, auront les moyens, la volonté oui, bien évidemment, mais les moyens non. Et puis vous écouterez le président Volodymyr Zelensky, qui est arrivé en Arabie Saoudite tout à l'heure, et j'ai l'impression, mais vous me le direz certainement mieux que moi, qu'il a bien compris le message des Américains. On verra si d'ailleurs il est prêt à faire de nouvelles concessions à la Russie. Charline, merci. Et je remercie bien évidemment Camille Souhaut d'être à vos côtés. On le voit et on en parle. On en parlait aussi la semaine dernière avec vous deux. Les Ukrainiens souffrent. Les derniers coups de poignard américains ont été terribles. On voit ces images de soldats ukrainiens en captivité du côté de Koursk. Comment on réagit? Qu'est-ce qu'on dit autour de vous?
C'est une situation extrêmement compliquée. Tout le monde est bien conscient ici que si les Ukrainiens partaient en débâcle, se retiraient de Koursk, en effet, ça pèserait sur les négociations plutôt en faveur de la Russie. Alors, ce qu'on nous dit au niveau des civils, nous, hier, nous étions plutôt aux alentours de Pokrovsk, où les combats sont toujours très intenses. Des soldats qui nous disaient toutes les 15 secondes, il y a un drone russe qui file au-dessus de notre tête, des drones kamikazes, donc qui provoquent des explosions ensuite. Et les habitants, eux, sont à bout, clairement. Ils nous disent on n'en peut plus de ces combats qui s'invitent jusqu'au pied de nos maisons, et ils nous disent il nous faut la paix désormais. Ensuite, il y a deux catégories de personnes très clairement. Tous veulent la paix. Il y a ceux qui nous disent ensuite écoutez, si on doit donner les territoires ukrainiens aux Russes, il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête, on le fera. Et puis il y a une autre catégorie de civils qui nous disent tout de même c'est quand même une humiliation d'aller donner ces territoires. Ça fait 3 ans qu'on se bat, et puis quelle image cela va donner aux Russes? Est-ce que ça va leur donner aussi la sensation qu'ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent avec notre pays? Vous voyez, c'est quand même assez divisé à ce niveau-là. Concernant les soldats, beaucoup plus compliqué. Ils nous disent, eux, ça fait 3 ans qu'on se bat, on voit nos frères d'armes mourir, on n'en peut plus. Il ne faut plus non plus qu'on laisse ces territoires. Et puis il y a d'autres soldats qui, en off, derrière la caméra, nous disent, écoutez, en fait, le Donbass, c'est quand même, c'est pas forcément notre terre. Il y a un moment donné, on peut plus la défendre de cette manière. Il faut que tout ça s'arrête. Vous voyez à quel point il y a des divisions aussi dans cette société ukrainienne et beaucoup de nuances. Évidemment, tout le monde attend les pourparlers et les négociations à venir. Merci beaucoup, Charline. Merci à Camille. Précieux que ces analyses, que ces sentiments recueillis par nos équipes sur le terrain. C'est sûr que c'est souvent facile de tirer des grands enseignements sur les plateaux de télé, mais voilà, la dualité d'un peuple qui souffre depuis 3 ans, qui est partagé, que ce soit à l'arrière et que ce soit sur le front, parce que ceux qui disent l'Ukraine ne se rendra jamais. Facile quand on est à l'abri, tranquille. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit. Il y a 50 nuances d'Ukrainiens. Ils sont quand même tous d'accord pour dire que les garanties de sécurité sont absolument indispensables. Et que ça, on le doit aussi à tous les soldats qui sont tombés sur le front. Et puis je voudrais à titre personnel dire qu'il y a une autre catégorie. Il y a les blessés, il y a les prisonniers, il y a les disparus. Moi, j'ai un cousin qui est dans cette catégorie. Je ne sais pas à l'heure où je vous parle s'il a été fait prisonnier, s'il est tombé. En tout cas, on n'a plus de nouvelles depuis, ça fait un peu plus d'1 mois. Un jour où les missiles pleuvaient tellement qu'ils n'ont même pas pu aller sur le terrain pour ramasser leurs morts ou porter secours aux blessés. Ils sont environ 53 000 dans cette situation. Il ne faut pas les oublier non plus. Parce qu'on parle de négociations, vous avez tout à fait raison. Négociations, oui, mais il faudra des années pour se remettre de cette guerre, retrouver peut-être les disparus. C'est un pays totalement meurtri, mais c'est une vraie évolution quand même, Magali. Parce que ce que vient de nous dire Charline, il y a encore quelques semaines, quelques mois, on ne l'entendait pas. Les gens n'osaient pas le dire. Aujourd'hui, quand elle dit, voilà, hors caméra, voilà, avant même hors caméra, les Ukrainiens, que ce soit au front, les soldats, ou que ce soit à l'arrière, les civils, n'osaient pas le dire. Mais ce qui a changé justement par rapport à il y a quelques semaines, c'est le lâchage des Américains quand même. Et ça change considérablement la donne, et évidemment que ça doit être en train de peser sur le moral aussi des Ukrainiens qui en effet depuis 3 ans se battent pour essayer de défendre leur territoire, qui ont eu des milliers de morts, des blessés, des disparus comme vous le disiez, et aujourd'hui qui se retrouvent lâchés par le renseignement américain, qui ne peuvent plus compter sur les livraisons d'armes qui ont été suspendues, mais du jour au lendemain. Donc en fait ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent avec les stocks qu'ils avaient sur le terrain, mais on voit bien que même si l'Europe fait beaucoup d'efforts pour essayer d'accélérer... C'est eux qui en payent le prix, et il est lourd. Voilà, ce sont ces soldats sur le terrain que rencontrent Charline et Camille, qui sont directement en première ligne et qui voient bien ces stocks baisser de manière dramatique, et cette pression qui est en train de monter encore davantage en puissance, parce que les Russes aujourd'hui ont tout intérêt à pousser leur avantage. Et vous le verrez, vous l'entendrez, Vladimir Poutine s'est exprimé, son porte-parole aussi à l'instant. On va prendre d'ailleurs la température, si vous êtes d'accord, du côté de Moscou. Merci beaucoup, Jérôme Garraud, d'être avec nous. Plus que jamais, cette formule prend tout son sens à l'heure où nous parlons. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On l'a entendu avec le porte-parole du Kremlin, visiblement du côté russe. Eh bien, on savoure ce qui se passe, notamment les relations avec les États-Unis, mais surtout ces offensives tous azimuts sur le sol ukrainien, avec une armée pour le moment